SAS numéro 159. Mission à Cuba. Gérard de Villiers. Édition Gérard de Villiers, 2005. Prologue. La douleur à la nuque a été intense et brève. El Comandante a posé la main droite sur l'arrière de son crâne. Il grimaçait de douleur. Il s'est assis dans son fauteuil, puis s'est affalé sur le bureau et a perdu connaissance. La voix d'homme qui venait de décrire cette scène était jeune, étranglée par l'émotion, et son espagnol avait indiscutablement l'accent cubain. Un fond de musique de salsa créait un étrange background à ce court récit dramatique. Une autre voix, hispanique elle aussi, mais plus âgée, demanda « Et après, Carlito, qu'est-ce qui s'est passé ?» Robertico a téléphoné, et un groupe de médecins et d'infirmières est arrivé du troisième, l'étage où se trouvait la clinica privée du commandante. Ils l'ont emmené. Il était tout blanc. « Et toi, Carlito, qu'est-ce que tu as fait ?» Je suis ressorti avec les autres. Robertico nous a fait jurer de ne rien dire à personne. Il a dit que c'était sûrement un malaise passager, comme le commandante en avait eu déjà. Même en public une fois à Varadero, parce qu'il travaille trop au bonheur du peuple cubain. L'homme qui parlait se tut, et on n'entendit plus que le fond de salsa. La voix plus âgée reprit. « Depuis, tu as revu El Comandante ?»« Non, on m'a mis au repos. »« Tu as eu des nouvelles ?»« Non. »« Qui est au courant ?» Il y eut une hésitation. « Je ne sais pas. Nous étions 4 dans le bureau, en plus de Robertico. Et après, les gens de l'équipe médicale. » De nouveau la salsa, puis un bruit de bouteilles et de verres entrechoqués, et la voix de l'homme plus âgé. « Tiens, bois un peu de rhum, Carlito. Je vois que tu es ému. Mais le commandante va sûrement déjà mieux. Détends-toi. » Pendant un moment, on n'entendit que la salsa en bruit de fond. Puis, la voix de l'homme plus âgé remarqua d'un ton altéré. « Tu es beau comme un dieu, Carlito. » Le jeune homme prononça quelques mots inintelligibles. Il y eut divers bruits difficilement identifiables. Puis, la voix plus âgée demanda d'une voix pressante. « Suce-moi la queue. » Quelques instants plus tard, la bande du magnétophone s'arrêta avec un petit claquement sec. Les 3 hommes contemplèrent en silence le petit magnétophone posé sur la table basse du bureau de Michael Lewis, le deputy du nouveau directeur général de la Central Intelligence Agency, Porter Gross. Le soleil entrait à flot par la grande baie vitrée de la pièce située au 6e étage du bâtiment principal de la CIA, à l'anglais, face au sud, mais où la clim maintenait la température à 18 degrés. Le silence se prolongea d'interminables secondes, rompu enfin par Michael Lewis, un homme trapu en bras de chemise, le visage rond, des lunettes épaisses, de courts cheveux gris. Il se tourna vers un homme de haute taille, dégingandé, le regard malicieux derrière des lunettes dotées de verres surdimensionnés. « Lee, c'est vous qui avez amené cet enregistrement. » Lee Dixon, chef de la station de la Havane depuis près de 2 ans, confirma aussitôt. « Yes, sir. Je suis arrivé hier soir tard et j'ai demandé à M. Radnor de vous le soumettre dès ce matin. Je pense qu'il s'agit d'une information extrêmement importante qui demande une réaction rapide. » Philippe Radnor, un homme corpulent au type latino prononcé, directeur du département Cuba à la Central Intelligence Agency, opina silencieusement. Il y eut quelques instants de flottement, puis Michael Lewis lança. « Repassez-moi ce truc. Philippe, vous me traduisez au fur et à mesure, mon espagnol n'est pas à la hauteur. » Ce qui n'était pas le cas des 2 autres, parfaitement hispanophones. Philippe Radnor rembobina la cassette et relança l'enregistrement, traduisant au fur et à mesure, mais s'abstenant de le faire pour la dernière phrase. Ce qui n'échappa pas à Michael Lewis, qui demanda aussitôt « Qu'est-ce qu'il dit à la fin ?» Philippe Radnor et Lee Dixon échangèrent un bref regard. Puis le chef de la station de la Havane dit d'une voix égale « Suce-moi la queue, sir. » Il s'agit d'une conversation entre 2 homosexuels. Michael Lewis ne fit aucun commentaire. Après avoir bu une gorgée de café, il se tourna vers Lee Dixon. « Well, Lee, tell us more about that thing. » Si je comprends bien, le nommé Carlito aurait assisté à un malaise survenu à Fidel Castro. « Yes, sir, » confirma le chef de station. « Cela remonterait à quand ?»
Ce malaise serait survenu le jeudi 10 mars, vers 9 heures du matin, dans le bureau personnel de Fidel Castro, situé au 5e étage de l'immeuble abritant le Conseil de la Révolution, derrière la statue de José Martí, place de la Révolution, à La Havane. La conversation a été enregistrée 2 jours plus tard, le samedi 12, et je suis entré en possession de cet enregistrement le 16, c'est-à-dire hier, en rencontrant la source Iglesia, à Georgetown, aux îles Caïmans. Après l'avoir écouté, j'ai jugé que cette information était de la plus haute importance et devait vous être communiquée d'urgence. Qui est Iglesia demanda Michael Lewis d'un air légèrement dégoûté, trouvant mal choisi ce pseudo pour un homme qui réclamait une fellation à son hôte. Une de mes rares sources à La Havane ayant parfois accès au premier cercle autour de Fidel Castro, expliqua Lee Dixon. Il s'agit d'un architecte espagnol installé à Cuba depuis une dizaine d'années, Miguel Barrero. Il est très riche, homosexuel et fréquente toute la nomenclatura cubaine. C'est un de mes prédécesseurs, John Hickam, qui l'a recruté, il y a environ 5 ans. Philippe Radnor pourra vous dire qu'il a déjà fourni des informations précieuses sur l'équilibre des forces au sein des dirigeants cubains. Vous le payez cher? Not a cent, répliqua aussitôt Lee Dixon. Il déteste le régime cubain et n'a pas besoin d'argent. Et puis, je pense qu'il éprouve une certaine excitation à jouer les espions. Michael Lewis demanda, visiblement sur ses gardes. S'il déteste le régime cubain, pourquoi vit-il à La Havane? Ce qui semblait d'une grande logique. Pas démonté, Lee Dixon répliqua avec un grand sérieux. Parce qu'il aime les Cubains, jeunes, beaux et noirs de préférence. Dans cette île, il y a énormément de bisexuels. Disons que c'est accepté. Le numéro 2 de la CIA but encore un peu de café pour dissimuler un dégoût manifeste et continua. Ok. Qui est ce Carlito qui a assisté à l'incident? Un des membres de la garde rapprochée de Fidel Castro. Ils sont choisis en fonction de leurs convictions politiques affichées et de leur qualité physique. Un tiers environ d'anciens fidèles du leader Maximo, et pour le reste, des jeunes noirs de la région de Santiago de Cuba. Leur nomination est confirmée après un examen psychologique pratiqué par une spécialiste de la Dirección General de la Seguridad del Estado. Celui qui nous intéresse s'appelle Carlos Fernandez. Il a 22 ans et exerce ce job depuis 8 mois environ. My God, soupira Michael Lewis. On n'a rien vu quand il a passé son test psychologique? Lee Dixon ne put s'empêcher d'esquisser un très léger sourire. Sir, comme je vous l'ai déjà dit, de nombreux Cubains sont bisexuels, et le fait d'être gay n'est pas considéré comme un risque de sécurité. D'ailleurs, le frère de Fidel, Raúl Castro, l'est lui aussi, et presque tous les membres de sa garde rapprochée sont à son image. Michael Lewis s'ébroua, mal à l'aise, et laissa tomber. J'ai toujours lu que le régime cubain interdisait l'homosexualité. En théorie seulement, sir, corrigea doucement Lee Dixon. D'ailleurs, il y a énormément de tourisme sexuel à Cuba. Well, well. Comment ce Carlito et votre source sont-ils entrés en contact? Chaque semaine, il y a à La Havane des fêtes gays semi-clandestines, expliqua le chef de station. Elles se tiennent à la périphérie de la ville, dans des parcs ou des fermes louées pour la circonstance. Ce sont des fiestas mariquitas, un lieu de rencontre discret pour tous les homosexuels, sans distinction sociale. C'est là que notre source va draguer. Il a rencontré Carlos Fernandez par hasard, sans connaître son job, simplement attiré par son physique. C'était selon lui il y a environ 3 mois. Carlos Fernandez, originaire de province, ne connaît pas grand monde à La Havane et doit être ébloui par le train de vie de Miguel Barrero, qui possède une somptueuse villa dans le quartier chic de Miramar. C'est là qu'il emmène ses conquêtes pour boire du rhum et se livrer à des activités sexuelles. C'est au cours d'une de ces séances que le jeune homme a parlé de l'accident de santé survenu à Fidel Castro. « Wait a minute », interrompit Michael Lewis surpris. « Iglesia enregistre toutes les conversations avec ses, il chercha le mot, partenaires ?» Lee Dixon esquissa de nouveau un sourire. Non seulement il enregistre, sir, mais il filme. Il aime bien conserver des souvenirs de ses récréations érotiques. Dans le cas présent, cela nous rend un sacré service. Nous avons une hard evidence de ce récit. Le numéro 2 de la CIA semblait manquer d'air devant la révélation de ses turpitudes tropicales. Il se leva, alla prendre un cigare dominicain, les Cubains étant interdits aux États-Unis, sur son bureau, l'alluma et se laissa à nouveau tomber sur le canapé. « Ok, conclut-il, êtes-vous sûr de votre source? Les Cubains ne l'ont pas repéré. »« Je pense que non, sir, répliqua prudemment Lee Dixon.
Je suis extrêmement prudent et je ne la traite pas à Cuba. Miguel Barrero possède des investissements immobiliers aux îles Caïmans, où il se rend régulièrement. Ce n'est qu'à une demi-heure de vol de La Havane. Il m'avertit de ses déplacements grâce à un système de boîte aux lettres morte, et je le retrouve là-bas, après être passé par Miami pour ne pas alerter les services cubains. C'est d'ailleurs à Georgetown qu'il m'a remis cet enregistrement. Je compte l'y retrouver si nous donnons suite à cette affaire, afin d'organiser la suite des opérations. Je dois créer un moyen de communication sécurisé pour qu'il puisse me tenir au courant de l'évolution de la santé de Fidel Castro, grâce à ce Carlito qu'il rencontre régulièrement. De nouveau, un silence pesant s'abattit sur le bureau. Lee Dixon, le COS de la Havane, bouillait intérieurement. Il apercevait peut-être l'information dont tout le monde rêvait à la Maison-Blanche depuis des années, et on lui chipotait chaque détail. Fidel Castro, depuis 1959, date de sa prise de pouvoir, avait tué sous lui 10 présidents américains. La voix coupante de Michael Lewis l'arracha à sa réflexion morose. « Well, demanda-t-il, a-t-on revu Fidel Castro depuis jeudi dernier ?» Lee Dixon manqua s'en étrangler de rage. « Sir, lança-t-il d'un ton indigné, si c'était le cas, je ne serais pas ici. Mais, ajouta-t-il aussitôt prudemment, cela ne veut rien dire. Il reste parfois invisible durant de longues périodes, tout en étant en parfaite santé. Nous possédons très peu d'informations sur sa vie, guère plus que nous n'en avions sur celle des dirigeants du Kremlin. » Et vlan, Michael Lewis avait jadis dirigé le département URSS. Celui-ci, vexé, se tourna vers Philippe Radnor et demanda à Bonhomme, « Phil, vous devez avoir plein d'informations sur la vie de M. Castro. » Le responsable du département Cuba ouvrit un dossier et répondit d'une voix un peu crispée, « Well, nous n'avons pas beaucoup de choses. Fidel Castro vit avec sa seconde femme, Delia Soto del Valle, et 5 de ses enfants, dans une grande propriété à l'ouest de La Havane, avec une piscine, un haras, et même un abri anti-atomique de 60 places. L'accès en est extrêmement bien gardé. D'après nos informations, cette propriété est reliée par un tunnel au petit aéroport voisin de Baracoa, où un jet privé stationne en permanence, permettant une évacuation rapide de Fidel Castro. « Où travaille-t-il » interrogea Michael Lewis. « Ses bureaux se trouvent place de la Révolution, en plein cœur de la Havane, dans un des 3 bâtiments situés derrière l'obélisque dédié à José Martí, au 5e étage. Castro s'y rend de façon irrégulière, toujours dans un convoi de 3 Mercedes noires, suivi parfois d'une ambulance qui emprunte la Quinta, la grande avenue qui traverse le quartier de Miramar d'est en ouest. Presque à chaque carrefour, il y a un mirador occupé par un policier de la Polizia Nacional Revolucionaria, relié par radio à son QG. » Philippe Radnor récitait sagement son texte. Hélas, il n'avait pas grand-chose à dire. Aussi se hâta-t-il de conclure. « Nous savons que Fidel Castro se déplace parfois en hélicoptère, mais ce n'est jamais programmé d'avance. Il sort très peu. Ses seules apparitions publiques prévisibles sont ses discours télévisés, prononcés généralement dans la salle du Palais de la Révolution, devant plusieurs milliers de personnes. Il reçoit aussi quelques visiteurs, mais de moins en moins. »« Well, fit à nouveau le numéro 2 de la CIA. Avez-vous un moyen aujourd'hui de vérifier l'état de santé de Fidel Castro ?» Le chef du département Cuba laissa sa pomme d'Adam effectuer plusieurs allers-retours avant d'avouer « Non, sir, pas vraiment. Sa maîtresse de longue date, le grand amour de sa vie, Nati Revuela, âgée de 80 ans, vit non loin de Siboney, mais il ne la voit pratiquement plus. Quant à son entourage proche, il est hors d'atteinte pour nous. » « Et les moyens techniques ?» Philippe Radnor secoua la tête, visiblement découragé. « Nous n'avons jamais intercepté de messages concernant la vie privée du leader Maximo. Les Cubains se méfient du téléphone. » Michael Lewis tira nerveusement sur son cigare. « For Christ's sake, il y a bien des défecteurs. J'ai vu passer des papiers. »« Absolument, sir, » confirma avec une pointe de servilité le responsable du département Cuba. « Mais ils ne nous apportent pas d'informations en temps réel, et nous n'en avons jamais récupéré d'un très haut niveau, sauf la propre fille de Fidel Castro, Alina, qui s'est enfuie de Cuba en 1993, mais ne nous a pas appris grand-chose. Un document comme celui apporté par Lee est rarissime. » Il se tut, effrayé de sa propre audace. Depuis la démission de George Tenet, fin 2004, personne n'osait prendre d'initiative à l'agence. Un ange passa et s'enfuit vers le sud en direction de Cuba, île de 1200 km de long, allongée paresseusement dans la mer des Caraïbes, à moins de 200 km au sud de Miami.
Michael Lewis écrasa le mégot de son cigare dans le cendrier et lança. « Quelle est votre conclusion, messieurs? Fidel Castro est mort ?» Philippe Radnor se recroquevilla sur son fauteuil. Mais Lee Dixon fit face. « C'est impossible à confirmer, sir, reconnut-il. Mais la matérialité de cet accident de santé ne peut être niée. D'après les symptômes, mais je ne suis pas médecin, il pourrait s'agir d'une attaque cérébrale. »« Il y a des précédents ?» demanda aussitôt Michael Lewis. Philippe Radnor ouvrit aussitôt son dossier. « Fidel Castro a déjà disparu plusieurs fois sans explication, annonça-t-il. Il aurait eu une attaque en décembre 1989, due à une poussée d'hypertension provoquée par le stress. C'est son médecin personnel, Pépin Naranjo, qui en avait parlé à quelques amis. Puis en juillet 1993, alors qu'il inaugurait un hôtel sur la plage de Varadero, il a eu un problème. Pendant une vingtaine de minutes, vers 7 heures du soir, il est resté muet, pétrifié comme une statue, avant d'être évacué par ses gardes du corps. Ensuite, il a disparu 6 mois, au printemps 1997, sans explication. Et aussi plusieurs semaines pendant l'hiver 2002. Lorsqu'il a réapparu, il a prétendu avoir souffert d'une infection dans la jambe causée par une piqûre de moustique. J'ai ici le rapport d'un médecin attaché à l'agence qui a étudié les apparitions de Castro à la télévision. Il se dit presque certain que Fidel Castro a déjà subi une attaque et a été rééduqué. Cela se voit, paraît-il, à la façon dont il parle. On possède un bilan médical de M. Castro. Nous savons qu'il a cessé de fumer en 1986, continua Philippe Radnor. Il ne fait pas d'excès et mène une vie très tranquille. Boit un peu de whisky. Il aime la salade de spaghettis, l'ananas, le roquefort et le vin de Bordeaux. Apparemment, il jouit d'une santé de fer. Lors de sa chute publique au début de l'année, il s'est cassé le genou et s'est remis avec une rapidité stupéfiante pour un homme de son âge. Michael Lewis écoutait, de plus en plus dégoûté. Pas étonnant qu'un communiste aime un fromage et les vins français. « Quel âge a-t-il » demanda-t-il. « 78 ans, sir. » Michael Lewis regarda pensivement le mégot de son cigare. Il ne s'attendait pas à une histoire pareille. Visiblement, ses 2 collaborateurs y attachaient beaucoup d'importance. « Donc il est impossible de connaître l'état de santé de Fidel Castro aujourd'hui, répéta-t-il. « Impossible, sir, répondirent en chœur les 2 hommes. Il peut réapparaître rapidement s'il a été victime d'un accident vasculaire sans gravité, ou il peut mourir. » Michael Lewis sursauta. « My God, dans ce cas on le saura. Les Cubains ne vont pas l'enterrer en cachette. »« Of course not, reconnut Lee Dixon. Mais il peut aussi rester entre la vie et la mort un temps assez long. »« Qu'est-il prévu en cas de disparition ?» demanda aussitôt Michael Lewis. Philippe Radnor baissa les yeux sur son dossier et récita. En cas d'absence, de maladie ou de décès du président du Conseil d'État, Fidel Castro, celui-ci est remplacé dans ses fonctions par le premier vice-président, prévoit l'article 94 de la Constitution cubaine, c'est-à-dire le frère cadet de Fidel, Raúl Castro. « C'est donc clair, conclut Michael Lewis. » Philippe Radnor, outré, manqua s'en étrangler. « Sir, remarqua-t-il caustiquement, depuis des années, l'agence étudie tous les scénarios possibles en cas d'issue biologique, c'est-à-dire de mort de Fidel Castro. Il en existe beaucoup, dont certains pourraient poser de sérieux problèmes à la sécurité de notre pays. La situation là-bas est extrêmement compliquée et potentiellement explosive. Si Castro est gravement atteint, vous pouvez être certain que beaucoup de gens de son entourage travaillent déjà au basculement du pouvoir. Aussi, si nous pouvions, nous aussi, grâce à cet enregistrement, mettre en place un certain nombre de contre-mesures, cela éviterait pas mal de problèmes. » Le numéro 2 de la CIA demeura muet un temps assez long. De toute évidence, il ne s'était pas beaucoup penché sur le dossier cubain, vieux, il est vrai, de près d'un demi-siècle. Depuis longtemps, la CIA avait renoncé à assassiner Fidel Castro et se contentait de gérer les réseaux pro-castristes en Floride, essayant également par divers moyens d'encourager une opposition squelettique et dispersée. Le leader Maximo semblait installé pour l'éternité. Finalement, Michael Lewis s'ébroua. « Ok, dit-il, je vais faire un saut à la Maison-Blanche. Préparez un mémo expliquant la provenance du document et faites-moi une copie. » Philippe Radnor et Lee Dixon se levèrent. Au moment où ils atteignaient la porte, Michael Lewis lança « Oh, by the way, n'imprimez pas la dernière phrase. » Inutile de choquer le très religieux George W. Bush.